donc les fondamentaux du crossing, je commente rapidement le slide et je te passe la parole, Kevin. Générer une croissance durable en un court laps de temps, c'est ça la base du gros hacking. Vous avez effectivement Sean Ellis, Kevin, je te laisserai plutôt commenter ce livre, mais qui est vraiment un petit peu le créateur du mouvement et ce livre qui est très intéressant à lire pour vous cultiver là-dessus. Les compétences, on les a vues précédemment, c'est surtout être très créatif, comprendre et créatif et curieux, avoir un minimum de connaissances d'analyse des datas et du code, mais surtout avoir une intuition et une intelligence commerciale et une capacité à se mettre à la place de sa cible, de son consommateur et de comprendre la psychologie un peu du consommateur pour y adapter les meilleures méthodes et les meilleurs messages à passer et les meilleurs produits du coup. Et puis ça doit pas se restreindre à des marketeurs ou des commerciaux ou la direction. C'est comme l'innovation, ça doit être insufflé dans l'ensemble de la boîte et à tout niveau dans tous les services. Il faut que l'ensemble du groupe ou de la société soit mobilisé sur cette façon de penser le business. Mm. Et effectivement, ça sert une multitude d'objectifs. Bien sûr, lancer une innovation, faire de la croissance de visibilité, mais voilà, il y a plein de possibilités grâce au gros hacking qui servent à une multitude d'objectifs. Euh, le principe, c'est effectivement de faire profiter le plus longtemps possible vos utilisateurs de la valeur qu'apportent vos innovations. Et ça, c'est extrêmement important. C'est déjà, il faut que vos innovations et que vos produits, vos services apportent de la valeur. Et ensuite, les méthodes de gros hacking piocher dedans pour créer l'attractivité et faire croître votre chiffre d'affaires par rapport au lancement de vos innovations. Mais c'est bien, on le verra juste après aussi, et c'est peut-être la synthèse du webinaire, c'est si des bases, vos innovations, vos projets sont pas en, en adéquation avec l'appétence marché, vous aurez beau payer ou mettre en place des méthodes de gros hacking, ce sera pas pérenne, ça va pas durer dans le temps. Est-ce que Kevin, tu veux commenter un peu ce slide sur les fondamentaux? Ouais, bah, totalement, parce que gros hacking, c'est assez drôle d'ailleurs parce que gros hacking, et si vous lisez ce livre-là, je pense que vous allez comme 90% des gens penser que le gros hacking c'est une formule magique et qu'en fait il vous faut absolument un gros hacker pour avoir de la croissance. Et ça, en fait, je pense que c'est lié à un biais cognitif qu'on a tous chez les êtres humains. Et honnêtement, je vous invite à aller les lire et à vous amuser à les lire parce que vous allez enfin, comprendre énormément de choses, que ce soit dans le marketing, dans la vente ou dans le customer success. Vous tapez biais cognitif sur Internet et vous allez en trouver. Il y en a peut-être 150, quelque chose comme ça. C'est juste ahurissant. Et moi, je parle d'un biais cognitif qui est que vous écoutez ou vous retenez les informations euh, qui vous touchent ou que vous connaissez déjà ou dont vous êtes convaincu que c'est les bonnes. En fait, si vous avez une discussion avec moi et que je vous raconte quelque chose qui vous fait plaisir, vous allez être beaucoup plus heureux que si je vous raconte quelque chose qui vous fait pas plaisir. Donc, si je vous dis, embauche un gros hacking parce que c'est ça qui va te permettre d'accélérer ta croissance, tu vas écouter accélérer ta croissance, embauche un gros hacking, sauf que derrière, tu vas pas écouter la suite parce que tu vas pas être d'accord avec moi. Et c'est un peu le problème avec les frameworks et les méthodes, encore une fois, pour revenir dessus et sur ce livre qui explique en fait que le gros hacking, c'est une tendance, un paradigme qui s'est créé entre les années 90 et enfin plus même avant, tout dans la production. Dans les usines, etc. Et aujourd'hui, le monde d'Internet d'aujourd'hui, mais des gros hackers, ça existe depuis des années et des années. C'est un mot qui existe, qui est sorti, qui a été inventé. Et je le remercie qu'il a été inventé parce qu'effectivement, c'est plus du marketing, c'est de rentrer dans des méthodes et des process qui vont vous permettre c'est exactement la phrase que tu as dit, d'apporter beaucoup plus de valeur à travers la data et à travers des intuitions et des hypothèses sur vos clients. Donc encore une fois, si vous connaissez pas vos clients, si vous connaissez pas votre marché, si vous savez pas ce qui les empêche d'acheter, si vous leur parlez pas, si vous, enfin tout ça, honnêtement c'est du basique, c'est très basique. Mais si vous le faites pas, vous arriverez vraiment à rien faire dans le gros hacking. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le gros hacking, si vous avez pour ambition de le devenir ou si vous avez pour ambition d'en embaucher un, il faut savoir que il y a différents niveaux de gros hackers. En fait, si vous êtes en early stage, en amorçage par exemple, il va vous falloir un gros hacker qui sait toucher à tout et qui est expert dans rien, qui touche à tout, c'est-à-dire qu'il est capable de à peu près tout faire, mais il le fera jamais parfaitement, en fait.
Il y a donc du coup, plus vous allez grandir, ça c'est extrêmement bien dans les phases d'amorçage, plus vous allez grandir et plus vous allez avoir besoin d'un quelqu'un qui touche à tout, mais qui est spécialisé dans des canaux d'acquisition que vous avez bien définis. Donc par exemple, vos canaux d'acquisition, c'est de la Facebook Ads, c'est du SEO. Il va falloir un gros hacker qui soit bon dans la Facebook Ads et dans le SEO, mais qu'en plus, il sache faire l'intégralité des autres capacités du funnel de conversion, donc CRO, toutes les autres compétences. Et en fait, plus vous allez grandir, et moins ces gens vont être pertinents pour vous, parce que vous allez devoir spécialiser les acquisitions, les rétentions, tout ça, tous ces data-là, toutes les learnings que vous allez avoir grâce à ces gens-là, parce qu'ils vont expérimenter énormément de choses, et ben vous allez devoir spécialiser. Donc potentiellement, c'est un peu le problème du gros hacking, c'est que les premiers salariés que vous allez avoir sont rarement ceux qui restent à la fin. Parce que soit il y a une montée en compétences tout de suite sur des sujets, soit vous leur faites recruter une équipe, dans ce cas c'est eux qui lead le projet, ça devient des head of growth, soit vous les virez du coup, et il n'y a plus personne pour gérer la croissance, mais vous spécialisez et vous utilisez vous embauchez des experts. Et vous allez parler à pas mal de gros hackers, moi je parle souvent notamment avec Kevin Asseraf dernièrement de Alan, qui est le head of growth de Alan, qui est une mutuelle d'assurance, et lui ce qu'il disait c'est que finalement lui il gère une équipe, mais à chaque fois qu'il a testé quelque chose, qu'il a fait moyennement bien, il va recruter quelqu'un qui est meilleur que lui pour le faire. Et c'est ça, en fait. Une fois que vous avez suffisamment d'argent, vous pouvez investir là où vous avez des opportunités de croissance. C'est ça pour moi le gros hacking, finalement. C'est identifier et expérimenter tellement de choses jusqu'à trouver le hack, le canal d'acquisition, la stratégie qui fonctionne pour ensuite embaucher quelqu'un qui va le faire mieux que vous et passer à autre chose, améliorer l'acquisition, améliorer l'activation, améliorer le awareness, la rétention, le referral et le revenu. Et progressivement, vous allez pouvoir grandir, grossir votre boîte. On parle aussi de ce que tu en as parlé rapidement tout à l'heure. On va simplement faire un rappel là-dessus. Le product market fit, en fait, les utilisateurs, vos cibles comprennent ce que vous faites, sont prêts à payer le prix que vous souhaitez pour acquérir vos innovations et surtout la recommandent. C'est extrêmement important déjà de sentir que vous avez un product market fit. J'ai mis trois livres, pardon, qui sont aussi importants à connaître ou en tout cas qui sont bons à maîtriser dans l'art de faire du gros hacking, c'est vraiment savoir comprendre son consommateur, savoir un petit peu jouer sur la manipulation, les biais cognitifs effectivement, créer et ancrer les habitudes de consommation. Et puis c'est les makers, c'est l'adage de fait les choses avec le minimum de moyens et essaye de tester. Ce livre est aussi très sympa à lire dans ce contexte. C'est aussi essayer d'apporter un petit peu un mouvement du marketing de la débrouille, de proposer et répondre aux problématiques qui sont soulevées par les consommateurs mais qui n'ont jamais été peut-être réglées par les grands industries, les grands influenceurs depuis le début de l'ère industrielle. Et c'est aussi une espèce de mouvement solidaire, on le verra avec les hacks juste après, un mouvement solidaire qui va tourner autour de comment améliorer nos pain points à tous, nos enjeux et nos petites problématiques du quotidien ou nos grosses problématiques du quotidien, un petit peu d'influence psychologique du consommateur, parce que bien sûr il y a besoin aussi de trouver les bons mots, le juste ton et l'interface qui va bien, etc. pour vendre ces innovations. Mais c'est aussi déjà effectivement le product market fit qui est extrêmement important, c'est-à-dire qu'on comprenne ce que vous faites, comprenne vos innovations, ils trouvent un intérêt et soient capables de mettre le prix pour les acquérir et trouvent ça tellement génial qu'ils vont en parler autour d'eux et devenir des vendeurs de vos propres projets innovants. Kevin, un commentaire là sur ce slide? Alors moi, influence et manipulation, c'est un peu ma bible, pour être honnête. Pour moi, après, il est assez robuste à lire. Honnêtement, c'est pas évident parce que c'est des professeurs qui font ces bouquins, donc c'est que des études et que des études comportementales. Après, moi, je voulais faire psy quand j'étais plus jeune, donc ça me passionne et ça m'aide énormément dans la vie de tous les jours pour prendre des décisions. Et effectivement, ça, c'est des connaissances, honnêtement,
qui vous rapprochent beaucoup plus de la réalité et du comportement humain. Et aussi, après le livre de milieu, je l'ai pas lu, mais en revanche, le Hooked, effectivement, c'est hyper intéressant. C'est des études, désolé de la comparaison, mais qui ont été faites sur des rats laboratoires, donc on a un cerveau pratiquement identique, et qui vous explique comment rendre quelqu'un accro à votre produit ou à votre service. Et c'est plutôt cool. Moi, c'est des choses que j'ai aussi encore tout le temps en tête. À chaque fois que je construis quelque chose, j'ai un assemblage de plein de ces bouquins qui me permettent de prendre des décisions et d'avoir une vision assez claire sur comment j'exécute la chose. Et encore une fois, tout ça, tous ces livres, je pense, tu parlais de créativité, Baptiste, au début, je pense que ces bouquins vous donnent les intrants pour avoir de la créativité. Je pense que pour avoir tout le monde est créatif. Moi, il n'y a pas de sujet, oui, je suis pas créatif, je fais pas de musique, je fais pas d'art, etc. Je pense que la créativité, elle doit juste se stimuler par trois choses. Pour moi, l'apprentissage, donc vous devez apprendre des nouvelles choses. Pour être créatif, ça peut être la cuisine, ça peut être du sport, ça peut être n'importe quoi. Tout ça, en fait, va vous donner des idées pour pouvoir innover et vous montrer créatif. La deuxième chose, c'est de copier. Honnêtement, je pense il y a pas du tout de création absolue. Vous allez vous dire tout ce que vous voulez. Il y a toujours des choses qui vous ont inspiré un jour ou un autre. Il n'y a pas de Moi, j'avais l'exemple, par exemple, d'un designer qui fait des reproductions de monstres, donc dans tous les jeux vidéo. Et lui, il prend en photo plein d'images d'insectes, d'animaux, etc. dans ses calepins, et il le feuillette comme ça pendant 1 heure. Donc, il absorbe plein d'images dans sa tête. Et une fois qu'il a absorbé suffisamment d'images, il va dessiner, il va construire un monstre. Et je pense que c'est cool parce que finalement, il copie un petit peu la réalité de la nature, il s'en inspire pour pouvoir construire quelque chose d'unique. Il y a une phrase de Picasso qui disait les artistes copient, les génies volent. Et je pense que c'est vraiment ça. Pour moi, la créativité, il faut pas avoir peur de copier si vous êtes sûr de faire mieux, bien sûr. On parle pas de plagiat, mais on parle vraiment de s'inspirer et de créer quelque chose de mieux ou qui va dans votre vision à vous. Et enfin, la dernière chose, je pense, c'est la découverte. Il faut apprendre à découvrir des choses. Il faut apprendre à faire ce type d'exercice, de s'inspirer de livres comme cela pour prendre des décisions. Et voilà, ça c'est les trois un peu pour moi les basiques pour être créatif. Et quand tu parlais de product market fit, c'est assez intéressant parce que c'est un sujet hyper border aujourd'hui. On sait plus trop ce que ça veut dire le product market fit parce que quand on parle à un entrepreneur, il dit oui, moi j'ai eu un product market fit parce que j'ai eu un bon produit. Je pense que c'est fondamentalement faux pour deux raisons, parce qu'il y a des produits exceptionnels qui, quand tu les mets sur le marché, ils marchent pas. Et il y a des produits vraiment pourris, quand tu les mets sur le marché, ça marche. Notamment pourris, je pense par exemple à Excel. Je trouve qu'Excel, c'est un enfer à l'utiliser. Je pense que je sais pas si vous l'utilisez chez vous, mais c'est vraiment horrible. Il faut connaître des formules, il faut faire une phase d'apprentissage qui est horrible. Franchement, ça vous dégoûte de cet outil. Et pourtant, c'est le leader européen, enfin, le dire mondial. Aujourd'hui, il y a des boîtes comme Airtable qui essaient de le remplacer. Mais du coup, c'est quand même un produit dégueulasse, hein, pour être franc avec vous. Et du coup, ce qui explique ça, je pense, il y a ce facteur-là, mais il y a d'autres choses que le produit véritablement market fit. Il y a le modèle market fit, par exemple. Il y a le channel market fit aussi, comment vous allez lancer votre produit en fonction de votre modèle, etc. Donc voilà, ça c'est assez théorique, mais c'est quand même intéressant. Et je pense que le product market fit, il y a plusieurs manières, en tout cas, de le mesurer. Et je vous en donne trois, si vous voulez le tester aujourd'hui ou demain. Le premier, c'est d'envoyer une question à votre base de clients et de leur demander si mon produit disparaît demain, comment vous vous sentirez? La première réponse, c'est je serais vraiment très déçu. Je serais un peu déçu. Je serais plutôt déçu et pas du tout déçu. Et si vous avez 30% des gens qui qui ont dit qu'ils sont très déçus, si votre produit disparaissait demain, c'est que vous avez un product market fit. Si vous avez moins de 30%, vous l'avez pas. Ça, c'est la première méthode, donc très brutale, on va dire. La deuxième, c'est le NPS qui peut être cool à utiliser, c'est le Net Promoter Score. C'est d'envoyer un message à vos utilisateurs, pour ceux qui voient pas ce que c'est
Comment recommanderiez-vous mon produit ou mon service à votre ami ou votre collègue sur une échelle de 1 à 10? Et donc, en fait, ceux qui répondent 0 à 6, c'est des détracteurs. Donc, c'est des gens qui vous aiment pas trop et qui n'ont pas compris la valeur de votre produit. Les 8 et les 7 et 9, 7 et 8, pardon, c'est les passifs. Donc, c'est ceux qui vous aiment bien, mais sans plus. Et les 9 et les 10, c'est des promoteurs. Et là, c'est intéressant parce que du coup, vous arrivez à diviser votre base de clients pour pouvoir attribuer des messages et des propositions de valeur différentes. Donc, en fait, les 0 et 6, vous allez essayer d'élever la valeur et d'essayer de comprendre pourquoi ils l'ont pas comprise. Les 8 à 9, vous allez essayer d'ajouter des features, d'essayer de voir comment vous pouvez générer suffisamment encore de valeur client pour pouvoir les onboarder. Et les 9, 8, bah, ça, c'est clairement vos power users, quoi. C'est eux qui vont vous recommander, c'est eux qui vont partager vos informations et c'est eux qu'il faut avoir dans la poche et construire le produit avec eux. Ça, c'est plutôt cool, je trouve, à utiliser sur vos solutions. Et enfin, la troisième, et pour moi, c'est quand même la métrique la plus importante, c'est la rétention. La rétention, c'est que votre utilisateur reste sur votre produit. Et je pense que si votre utilisateur vient quelques fois sur votre produit, il y a un souci. Il faut vraiment regarder une courbe un peu comme ça et qui se stabilise. Donc là, c'est l'utilisation. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu un peu parler des cohortes, mais il faut essayer vraiment de voir le plateau se stagner pour voir la rétention des produits. Chez Airbnb, par exemple, c'est totalement ce qu'ils regardaient. Ils regardaient le nombre de fois que vous preniez par an. Vous voyez, ça peut être une rétention par an et par mois ou par semaine sur des modèles SaaS, par exemple. Ça peut aller par exemple, Uber, c'est par heure, hein, par journée, quoi. En fait, on va regarder le nombre de fois que vous prenez un Uber dans la journée, quoi, tellement que c'est un produit que vous pouvez utiliser au quotidien. Et voilà, ça, pour moi, c'est les trois méthodes intéressantes pour mesurer un produit market fit. Et encore une fois, c'est quelque chose d'assez magique en fait, hein, le produit market fit. Si on écoute Oussama Hamar, je vous parlais, le CEO de The Family, donc là où je travaille, il va dire que en fait vous êtes dans la merde si vous avez un produit market fit. Fondamentalement, vous lancez un produit et vous avez trop de demandes pour subvenir aux besoins de tout le monde. Et du coup, ça vous met clairement dans la difficulté. Et c'est ça, le produit market fit. C'est à ce moment-là que vous arrivez à le trouver. Je vous invite à regarder une vidéo sur la chaîne YouTube de Y Combinator, qui est le CEO de Segment. Segment, c'est un outil de data analyst que tous les gros acteurs utilisent pratiquement aujourd'hui. Vous allez un peu comprendre son histoire sur le product market fit et c'est très intéressant de voir comment il a réussi à le trouver. Top. Définir sa stratégie de gros hacking, le framework AARR. Est-ce que tu peux le commenter, Kevin? Donc l'acquisition, faire un premier contact avec votre futur client. Souvent, on dit gros hacking, c'est de faire de l'acquisition. Activer et vos clients utilisent vraiment votre produit, donc convertissent vers une demande, faire de la rétention, donc c'est très important et c'est peut-être là où il faudra le plus insister, c'est fidéliser, faire de la rétention client et pas simplement du one shot et continuer d'acquérir alors qu'il n'y a pas de fidélisation de vos clients. Et puis très important aussi de faire en sorte qu'on recommande vos produits de manière positive auprès de son réseau. Et puis le principe de toute innovation lancée, c'est aussi quand même gagner de l'argent et faire en sorte que vos clients vous accordent de la valeur. Mais n'oubliez pas, l'awareness, et encore une fois, c'est tout le propos de ce webinaire, c'est d'abord la réputation que vous donnez à votre innovation, la réputation que vous avez et l'image que vous renvoyez et le côté extraordinaire que vous apportez à votre client. Et puis encore une fois, voilà, se focaliser sur la rétention, éviter le taux de churn trop fort que sur l'acquisition, qui est plutôt facile finalement en payant une blinde de budget marketing ou de budget R&D. On peut faire beaucoup d'acquisitions, mais encore une fois, extrêmement important de faire de la rétention et de faire en sorte que vous ayez des clients ambassadeurs plutôt que des gens qui vont venir, qui vont essayer, qui vont trouver ça pas terrible et qui vont pas forcément en parler de manière positive. Est-ce que tu peux nous rappeler aussi ce framework et ce que tu disais un petit peu précédemment sur l'awareness notamment? Ouais, totalement. Bah, ça, c'est clairement le framework pirate que vous avez déjà sûrement vu un peu partout. Moi, je pense depuis, et je l'ai dit au début de ce webinaire, que le gros hacking va de plus en plus vers le produit
et que ce framework finalement est utilisé par à peu près n'importe quelle équipe produit, sales même, marketing, même ads. Vous pouvez choisir vos canaux d'acquisition en utilisant ce modèle-là, il y a aucun souci. Donc du coup, ça peut être très macro et très micro aussi dans votre entreprise. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que effectivement, moi, j'ai un framework et c'est ce qu'on enseigne chez Lyon. Et pour moi, c'est le framework qui est la nouvelle génération de celui-là, qui commence par le awareness. Le awareness, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un vient sur votre site, il vous a découvert en fait. C'est juste ça. La deuxième, c'est l'acquisition. Donc l'acquisition, du coup, c'est plus le premier contact. Maintenant, c'est l'acquisition, c'est la personne s'inscrit sur votre site, télécharge votre application ou n'importe quoi, prend un rendez-vous avec vous, etc. La troisième étape, du coup, c'est l'activation, et c'est là que c'est extrêmement important dans ce framework-là. Donc, vous avez juste ajouté un A pour l'instant. Vous avez du coup l'activation, pardon, ici. Et l'activation, c'est le moment où la personne a compris la valeur de votre produit. Moi, un exemple, par exemple, chez Lyon, quand on vend des formations, les gens s'inscrivent, viennent sur notre site, ils mettent leur email, ils prennent un rendez-vous avec l'un de nos commerciaux et ils sont activés au moment où ils ont le call avec le commercial. Il y a 90% de closing pratiquement sur ces calls-là. Et donc ça, c'est le moment extrêmement important, je trouve, et c'est le moment où peu d'entreprises, je trouve, se focalisent. Et je pense que c'est vraiment l'endroit où il faut absolument se focaliser. Et c'est cette métrique qui est hyper importante. Comment vous procurez suffisamment de valeur, comment vous montrer suffisamment de valeur. Je peux vous donner des petits tips, par exemple. Moi, ce que j'aime bien voir sur des sites, c'est des onboarding hyper personnalisés. C'est des vidéos, c'est des tutos, c'est des actions qu'on me demande de faire pour que je puisse avoir le maximum de valeur à travers ce produit. Quand vous créez un profil LinkedIn, on va vous demander de créer votre compte avant. Ensuite, on va vous demander d'ajouter cette personne. On va vous demander de publier des articles, etc. Et ils vous engagent, ils vous activent. Plus ils font ça, plus ils vous activent, plus ça va du coup vous faire revenir sur la plateforme. Et cette data-là de l'activation est vachement liée à la seconde data qui est celle de la rétention. C'est-à-dire comment vous allez faire en sorte que votre utilisateur reste le maximum de temps ou le plus longtemps possible, en tout cas, sur votre plateforme. Et ensuite, effectivement, il y a le referral et le revenu où, bon, là, on va pas trop, on va pas pouvoir, c'est assez évident, hein, sur ces modèles-là. Mais voilà, pour moi, vraiment, les fondamentaux, c'est l'activation qui suit la rétention. Et c'est important de l'avoir en tête, je pense, de se focaliser sur ces métriques-là. Et bien entendu, c'est un framework. Et comme tous les frameworks, on vous donne une idée, un template, mais il est totalement modulable. Vous pouvez très bien faire une activation au début. Je m'explique, vous pouvez très bien dire à votre utilisateur, tu mets ton email, enfin tu mets ton nom de domaine, c'est ce qu'on voit par exemple dans des analyses de trafic de votre site si vous voulez. Vous mettez votre email et vous voyez tout de suite les statistiques de votre site, ce qui se passe en SEO, ce qui se passe en ads, ce qui se passe en n'importe quoi. Et du coup, vous êtes tout de suite activé. Vous voyez tout de suite la valeur du produit parce que vous avez directement les informations. Et ensuite, à la suite de ça, ils vont vous acquérir. Donc, ils vont vous faire de l'activation. Ils vont vous dire, bon, ok, maintenant ça t'intéresse. Est-ce que tu mets ton email? Vous voyez, donc en fait, on est passé de l'awareness activation à acquisition. Et ensuite, on va vers rétention, referral, revenu. Et du coup, vous pouvez moduler. Vous pouvez même faire un revenu avant d'avoir activé qui que ce soit en fonction de ce que vous faites. Donc voilà, vous pouvez moduler aussi ce framework-là. Il ne faut pas avoir peur de le changer. Et pour chacune de ces étapes, on va le voir juste après, il y a plein d'outils, plein de hacks qui sont à envisager. Et effectivement, comme on le dit depuis le début, c'est pas une méthode qu'il faut suivre voilà, de l'étape 0 à l'étape 5 et ça marchera. C'est aussi savoir piocher dans ces différents canaux et dans ces différents outils qui permettent chacune des étapes. On continue. On voulait aussi vous parler de blitzscaling, c'est-à-dire croître très vite. Je crois que c'est originaire de LinkedIn, c'est ça, Kevin? C'est le CEO de LinkedIn, ouais, c'est Reid Hoffman qui a écrit ce livre-là. Moi, j'en suis assez fan. C'est souvent un exemple que je donne, et moi, je suis assez convaincu que ça aussi. L'idée, c'est quoi? C'est inspiré en fait d'une stratégie militaire qui s'appelle le Blitzkrieg, quelque chose comme ça. Désolé pour mon accent allemand, qui consistait à créer une armée d'une centaine de soldats, très peu équipés, très bien nourris, donc mobile et très rapide et en pleine forme, et les lancer à l'attaque contre des armées beaucoup plus robustes
mais très fatiguée, très lourde, très lente, et du coup de remporter la victoire en utilisant cette stratégie du coup d'aller attaquer des gens qui sont faibles et qui sont lents. Et je pense que dans l'entrepreneuriat et dans la réussite des startups aujourd'hui, comme enfin des startups, c'est même plus des startups aujourd'hui, des géants mondiaux, ils ont tous adopté cette stratégie de lancer quitte à mourir en fait. Vous pariez tout sur la table. Quand on parle par exemple de Uber, s'il s'était arrêté en se disant, bah voilà, il y a des entreprises qui le font, hein, fine. Moi, je pense notamment à Nestor, qui est une startup de The Family, qui est très, voilà, je veux faire une entreprise qui va pas lever d'argent, je veux gérer mes coûts, etc. Très bien, c'est un choix stratégique, il n'y a pas de souci. En revanche, Uber, s'il avait décidé de faire ça et qu'il n'avait pas eu d'investisseurs qui lui donnaient plusieurs millions par mois pour pouvoir se lancer très rapidement, pour occuper finalement le marché très rapidement et se faire une place, il aurait jamais réussi à atteindre ce niveau-là. Et même encore une fois, en coupant carrément sa rentabilité, il a même pas encore atteint son point de rentabilité aujourd'hui, Uber. Mais voilà, il s'est lancé très rapidement sur les marchés. Il ouvrait, je crois, il a ouvert des villes en quelques semaines. Enfin, c'était juste hallucinant. Ça, c'est l'exemple d'Uber. Et il y avait aussi un exemple de Airbnb. Pareil, ils se sont lancés tout de suite à l'international. Ils ont pris une longueur d'avance sur tout le monde. Et c'est des exemples finalement où il faut vraiment avoir cet état d'esprit, je pense. Vous pouvez pas, et c'est pour ça que moi, quand on me dit j'ai un side, c'est un projet que vous avez à côté. Quand vous êtes un peu entrepreneur, c'est des choses que vous aimez bien faire, lancer des petits side projects qui vont vous faire un peu kiffer. Je pense que c'est difficile de lancer un side project pour la simple et bonne raison, c'est que vous n'êtes pas à 100% dessus. Vous pouvez pas lancer un projet quand vous êtes à 30% dessus. Je pense que la réussite d'un projet, quand vous vous lancez, il faut montrer à votre audience, il faut montrer aux gens que vous êtes à 100%, même à 150%, et que on voit que vous en fait. Il y a que vous sur ce marché-là, il y a que vous qui existez. Vous faites tellement de choses, vous lancez tellement de produits à la minute ou à la semaine, pardon, plutôt, parce qu'à la minute ça va être un peu compliqué. Et vous lancez tellement de produits, tellement d'innovations toutes les semaines que vous en devenez dangereux en fait. Et je sais pas si vous regardez parfois quand vous voyez votre concurrence lancer un produit qui est similaire au vôtre, comment ça vous fait peur. Et en fait, c'est aussi cette stratégie de faire peur à votre concurrence en montrant que vous êtes dans l'exécution constante. Plus vous exécutez, plus les gens vont avoir peur de vous, plus ils vont se méfier et plus ils vont avoir de chances d'abandonner finalement. Donc c'est aussi une stratégie, voilà, je ne sais pas si vous avez lu la stratégie de guerre du livre Vieux comme le monde maintenant, je crois qu'il a 2000 siècles, je crois, enfin il a 2 siècles, enfin non je sais pas, il a 2000 ans je crois ce livre, c'est les règles de la guerre. Et je vous invite à le lire d'ailleurs, très intéressant. Et du coup, c'est de l'usure psychologique, quoi. En fait, vous montrez à votre concurrent que vous faites beaucoup mieux et vous allez beaucoup plus vite que lui. Et du coup, vous arrivez à le surpasser, à le faire abandonner assez rapidement. Et c'est ce qui se passe aussi dans les startups, hein. Si vous regardez les startups à San Francisco, il y a des boîtes qui existent, qui gagnent très peu d'argent. Et pourtant, on a l'impression que c'est des boîtes qui sont millionnaires, alors elles payent très mal leurs salariés. Elles sont vraiment au centime près. Et le lendemain, elles vont faire une publicité en plein Times Square ou en plein milieu de New York qui coûte une fortune. Et finalement, c'est du brand awareness en fait. Encore une fois, c'est comment vous faites en sorte de montrer que vous êtes tellement là que ça va faire échouer vos concurrents. Et du coup, c'est le premier quoi. En fait, finalement, c'est celui qui exécute le plus qui va y arriver. Peu importe si vous perdez de l'argent.